Bonjour à tous et à toutes. Merci à Lucie Jardot d'être venue. Donc, moi, je suis Antoine Messonnier, je suis le chef du département des archives, de la documentation et du patrimoine du ministère de la Justice. Et j'ai été chargé par l'Association française pour l'histoire de la justice de réaliser cet entretien dans le cadre du salon d'histoire judiciaire, du salon du livre judiciaire, qui est donc un événement organisé tous les ans en décembre par l'association, la FHJ, et cette année qui n'a pas pu se tenir du fait de la crise sanitaire comme d'habitude en physique, place Vendôme au ministère de la Justice, et qui donc se tient sous forme d'un certain nombre de petits entretiens ou tables rondes enregistrés. Donc Lucie Jardot, merci d'être ici. Donc on va parler de votre livre qui est juste là, donc qui s'appelle Sceller et gouverner, pratique et représentation du pouvoir des comtesses de Flandre et de Hainaut du XIIIe au XVe siècle, qui est donc préfacé par Olivier Matteoni, et qui est donc votre mémoire, ce qu'on disait, de Master 2, qui a été primé par l'association Mnémosyne pour l'histoire du genre. Et vous êtes actuellement donc chargée de cours et doctorante à l'Université Paris 1. C'est bien ça? Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. C'est tout à fait vrai. Non, tout est bon. Ok, ben, alors merci beaucoup. On va, du coup, autour de cet ouvrage, et pour vous le présenter, on va aborder quelques questions. Alors, c'est vrai que c'est un ouvrage qui, normalement, dans le cadre de la sélection des livres pour le salon du livre judiciaire, peut paraître un petit peu détonnant dans le sens où il n'y a pas directement un rapport avec la justice, mais bien évidemment, c'est le fait que le ministère de la Justice en France est également garde des Sceaux, suivant la formule, et qui n'est pas qu'une formule, puisque le ministère de la Justice conserve la matrice du sceau de la République française, qui est donc celle de la Seconde République, que le lien est fait entre le salon et votre ouvrage. Et effectivement, tout votre ouvrage présente justement les sceaux comme un institut, une institution et un moyen de représentation du pouvoir. Donc à la fois, vous y abordez un discours sur la question justement de comment cela représente le pouvoir au Moyen Âge, mais également et plus particulièrement ce qui justement expliquait notamment le prix de l'association de Mnémosyne, la question de ce que ça traduit du pouvoir des femmes, et donc là notamment dans le cas d'une principauté majeure, enfin plusieurs principautés réunies à un moment, du Moyen Âge central et tardif. Alors effectivement, et sans plus tarder, la première question que je voulais vous poser, c'était effectivement quelles sont les caractéristiques des sceaux utilisés par les comtesses de Flandre et Hainaut durant votre période d'études, et surtout qu'est-ce que la typologie que vous avez créée autour de ces différentes caractéristiques disent du pouvoir de ces femmes nobles. Alors, merci de me recevoir en virtuel. Alors, pour répondre, on a trois types de sceaux différents. Tout d'abord, le premier qui est au début de ma période, donc au milieu du XIIIe et XIVe siècle, on a principalement des sceaux qui sont dits en pied. C'est des sceaux de forme ogivale où la femme est représentée debout, entourée de deux écus de part et d'autre. En général, l'écu donc les armes de son père et les armes de son époux. Ces sceaux, ils sont très répandus au XIIIe siècle. Les reines ont aussi ce type de matrice, mais progressivement, on voit un changement de forme puisque les sceaux féminins vont devenir des sceaux armoriaux, c'est-à-dire des sceaux de forme rond, beaucoup plus petits, et qui vont supprimer la figure en pied et qui vont, sur un seul écu, synthétiser les armes de leur époux et les armes de leur père. Ce changement, il intervient en fait au milieu du XIVe siècle, à un moment où la littérature didactique courtoise montre que les femmes viennent faire la synthèse de deux familles dans un contexte de la guerre de 100 ans, hein, où on a la volonté de faire des femmes des objets de paix et surtout des objets de négociation de la paix, puisqu'elles viennent faire le lien entre deux familles qui peuvent parfois se déchirer. Et on a un troisième type qui est beaucoup plus exceptionnel, qui est le sceau équestre. Donc le sceau équestre est plutôt un apanage masculin, où les hommes vont plutôt se représenter avec une arme, une épée, une cotte de maille sur un cheval. Les femmes vont faire usage à leur tour d'un sceau équestre, où cette fois elles auront plutôt un faucon à la main. Et toutes mes recherches ont en fait montré que ce faucon et plus largement la figure équestre utilisée par les femmes viennent souligner une position d'hypergamie, donc c'est-à-dire une position où les femmes ont plus de pouvoir au sein du couple que leur époux.
ou alors ont hérité elles-mêmes d'un territoire de la part de leur père. Et c'est un moyen, en fait, en montrant une figure de la chasse, de montrer qu'elles ont un pouvoir sur une terre en particulier. Alors ce sceau, il est assez peu fréquent chez les femmes. On le retrouve dans mon corpus chez Marguerite de Constantinople, qui règne donc de 1244 à 1270. Elle a hérité de sa sœur, qui avait elle-même hérité de leur père. Et on le retrouve de manière beaucoup plus tardive, en fait, à l'extrême fin de mon corpus, avec Marie de Bourgogne, qui vient exhumer ce type équestre parce qu'elle hérite de son père, hein, Charles le Téméraire, en 1477, et elle est très largement contestée par le roi de France qui cherche à récupérer le duché de Bourgogne. Et elle va utiliser, en fait, ce sceau équestre pour montrer son bon droit à gouverner le duché de Bourgogne. Ce qui est assez fascinant d'ailleurs dans ce saut équestre, c'est de voir sur une tradition qui a l'air d'être signifiante, et vous prenez, si je me souviens bien, d'autres exemples ailleurs que dans la principauté flamande ou du Hainaut, de voir qu'à 200 ans de différence, on a en fait une même signification qui visiblement n'est pas oubliée ou continue à être utilisée dans une situation assez similaire. Ça, c'est assez intéressant. Et alors après, il y a une typologie plus rare, mais qui est assez exceptionnelle, à moins que vous vouliez en parler plus ensuite, mais qui était aussi les sauts conjoints, qu'on retrouve notamment, qui sont des sauts équestres conjoints. Enfin, alors je ne sais plus s'il y a des sauts conjoints qui ne sont pas équestres. Alors si on a, avec Marie de Bourgogne, en fait, elle se dote d'une première matrice au moment où elle est seule, parce qu'en fait, elle hérite de façon très précipitée du duché de Bourgogne, puisque son père vient de mourir à Nancy, et elle se dote très rapidement d'une matrice où elle est représentée seule à cheval avec un faucon. Mais elle est contrainte très rapidement de se marier, puisque son père ne l'a jamais mariée, la promettant en fait à tous les seigneurs d'Europe pour essayer de faire des alliances. Donc en fait, quand il meurt, elle est encore célibataire, et face aux contestations du roi de France, elle est obligée de très rapidement se marier, et elle prend le prince qui est le plus puissant à ce moment-là, qui est Maximilien de Habsbourg, et tous les deux vont avoir recours à ce qui est très très rare effectivement, qui est un sceau conjoint. Alors c'est très rare parce que normalement un sceau est censé dire une personne juridique, identifier clairement une personnalité. Et là, le sceau conjoint vient en fait en matérialiser deux. Et donc, Marie de Bourgogne fait appel à ce type équestre, où elle est représentée un faucon à la main, avec derrière elle, à cheval également, son mari, voilà, Maximilien de Habsbourg. Voilà un exemple. Et donc, ils sont représentés à deux. La titulature sur le pourtour vient énumérer les deux personnalités juridiques. Et alors, on a très peu de cas de sceaux conjoints. On a un autre exemple qui est celui de Jeanne de Brabant et de Wenceslas de Luxembourg, et de façon beaucoup plus tardive de Marie Stuart et son époux François. Et en fait, systématiquement, ce sceau conjoint répond à la même situation, c'est-à-dire c'est une femme qui hérite d'un territoire dans un contexte souvent troublé, et qui s'adjoint un mari étranger qui est en fait perçu comme étranger par les sujets. Et donc, le fait de se représenter à deux permet de montrer la légitimité que monsieur a à gouverner ses territoires parce qu'il est marié à l'héritière naturelle. Et de l'autre côté, l'héritière naturelle montre qu'elle est soutenue par son époux. Oui, c'était assez, là aussi, oui, frappant et intéressant dans cette façon de voir justement comment la figure féminine et de comtesse joue un rôle d'intermédiaire, mais aussi visiblement, enfin justement, son rôle n'est pas négligeable dans le sens où on voit bien comment la représentation est aussi utilisée et comment elle-même voilà, et contribue à asseoir un pouvoir sur un territoire. Et alors justement, c'était ma deuxième question, c'était qu'on voit que, donc là on a vu comment les sceaux en tant que tels parlent quand on leur fait leur typologie, qu'on les met en rapport avec un contexte, semble signifiant. C'est aussi intéressant, ce que vous avez étudié, c'est les usages conjoints des sceaux, alors non pas le sceau conjoint dont on a parlé, mais l'usage de plusieurs sceaux séparés, notamment de l'époux et de la femme, ou alors de la femme vis-à-vis de ses fils ou je crois de son ascendance aussi, et comment sur une même charte, en fait, cela a un sens voilà, aussi dans ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur l'exercice du pouvoir. Oui, tout à fait. En fait, la pratique même du scellement et la place qu'occupe le sceau au bas de l'acte est aussi signifiant, et aussi une représentation donc, du pouvoir que détiennent les femmes.
en fait, c'est illimité le scellement des actes, et il y a une règle qui fonctionne quasi systématiquement. On a en tout cas, moi personnellement, pas trouvé de contre-cas. La préséance est à gauche, donc c'est-à-dire que le sceau qui est le plus à gauche est celui du plus puissant qui scelle l'acte. Et donc on a plusieurs cas de figure. Majoritairement, les femmes, si elles scellent avec quelqu'un, elles scellent souvent avec leur mari, leur époux qui va être à leur gauche. Donc elles sont en deuxième position, mais par exemple dans le cas de Marguerite de Flandre, au moment où leur fils aîné devient associé au pouvoir ducal, on voit par exemple que le fils aîné va prendre la place ensuite de sa mère, la décalant vers la droite. Donc il y aura le père, le fils aîné et ensuite la mère. Et ça montre assez bien en fait la hiérarchie au sein de la famille ducale. Mais, et c'est ce qui est intéressant parce que ça permet aussi de révéler les cas assez exceptionnels. Par exemple, dans le cas de Marguerite de Constantinople, dont j'ai pu évoquer le sceau équestre, quand elle hérite de sa sœur en 1244, elle va systématiquement sceller le plus à gauche possible. Et même quand son fils va vouloir récupérer et va être en âge de récupérer le pouvoir, elle va continuer à sceller à gauche parce qu'en fait, ça montre aussi que c'est elle qui continue à gouverner le comté de Flandre. Alors, dans le cas, par exemple, par exemple, je pense pardon, à Béatrice de Brabant, elle va faire appel au moment où elle est veuve à son père. Alors c'est une chose qu'on voit assez bien quand les femmes ne sont pas encore majeures et qu'elles sont dotées d'un sceau. Alors ça c'est assez rare, mais elles font appel à leur père. Et dans le cas parfois de certains veuvages, comme elles sont obligées pour contraindre d'autres hommes, donc dans le cas de Béatrice de Brabant, de contraindre son beau-frère de lui payer ce qu'il lui doit sur son douaire, elle fait appel à son père, et elle le dit bien hein, dans la souscription de son acte, qu'elle fait appel à son père pour obliger son beau-frère à lui payer ce qu'il lui doit. Et dans ces cas-là, on voit le père qui revient aussi dans le scellement des actes. Il y a un dernier cas de figure qui est celui aussi en Hainaut où on voit par exemple que la femme, une fois son mari décédé, peut encore sceller le plus à gauche devant son fils qui est le gouvernant à ce moment-là, notamment pour témoigner de la volonté de son défunt mari. Donc il y a plusieurs cas de figure qui sont possibles. Mais on peut aussi remarquer que certaines femmes ne scellent avec personne. C'est le cas de Jacqueline de Bavière, où je n'ai trouvé aucun acte qui sont qui sont co-scellés par son époux ou son père, puisqu'en fait son père meurt très jeune, quand elle est très jeune. Et donc elle montre bien son indépendance aussi en scellant seule ses propres actes. Et alors, on pourra éventuellement réévoquer la figure de Jacqueline de Bavière, mais je repensais aussi, dans votre ouvrage, vous montrez que sur ce scellement conjoint aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça montre, mais ce qui est finalement assez classique dans le Moyen-Âge, mais qui est intéressant à remontrer justement sur les femmes, que y a un attachement au droit sur la terre, et que le fait que les femmes scellent, c'est aussi parce qu'on est tout à fait conscient qu'on ne veut pas vicier juridiquement telle ou telle transaction qui concerne les terres venant de la femme, et comme vous l'avez dit, il y a bien, le Moyen-Âge reconnaît totalement qu'il voilà, il y a un apport venant de deux grandes familles associées par un mariage, et quand il y a des actes qui sont pris qui concernent la dot de la femme, c'est bien pour cela que la comtesse va sceller également conjointement pour montrer qu'elle est d'accord et qu'elle ne va pas ensuite retirer son assentiment à telle ou telle transaction ou arrangement En fait, foncier. sur les terres notamment qui touchent à leur héritage ou encore qui touchent par exemple à leur dot ou à leur douaire, donc les choses qui leur sont assignées pour qu'elles puissent vivre, par exemple dans le cas du douaire après la mort de leur époux, s'il meurt en premier, l'époux est systématiquement obligé d'avoir le sceau et l'assentiment juridique en fait de son épouse pour pouvoir toucher à ces terres. Et on le voit assez bien notamment pour tout ce qui est de la Flandre, au moment où la Flandre est intégrée au duché de Bourgogne. On voit assez bien que, par exemple, Philippe le Hardi a recours systématiquement au sceau de son épouse et demande l'assentiment de son épouse pour tout ce qui touche notamment aux villes de Flandre, qui en plus de ça sont très sensibles à la volonté, hein, à leur conscience d'eux-mêmes et à leur volonté de montrer qu'ils restent flamands. Et la position du sceau de Marguerite de Flandre montre aussi que c'est l'héritière naturelle qui doit donner son assentiment en Flandre. Et donc on a ce jeu assez intéressant, notamment dans la concession de privilèges ou dans les chartes pour les villes en Flandre, où on voit systématiquement le sceau de la comtesse de Flandre, héritière et naturelle, qui est apposé en fait au bas de l'acte. C'est aussi un moyen en fait de légitimer les décisions d'un prince qui est là aussi, encore une fois, reconnu comme étranger par ses sujets flamands.
Oui, et c'est vrai que alors là, pour faire un décalage historique et que vous abordez pas forcément, mais que vous évoquez à un moment, c'est vrai qu'on voit bien comment dans l'historiographie, on a pu considérer cela comme à l'aune, en fait, de manière anachronique, des règles qui vont notamment en termes de répartition des héritages ou d'incapacité de la femme en termes juridiques après le Code civil régner, et que du coup, les historiens ont parfois un peu vite considéré cela comme la preuve au contraire de l'incapacité juridique des femmes, alors qu'en fait c'est l'inverse dans la logique médiévale. Au contraire, c'est parce que la femme est la représentante d'un lignage, comme vous le dites à un moment, enfin, c'est justement la question du sang qui supplante éventuellement le sexe au sens, mais voilà, elle est représentante d'un lignage prestigieux, noble, donc on respecte justement les droits de sa famille, et c'est comme ça on l'illustre avec l'utilisation conjointe des sceaux. Tout à fait. Et effectivement, je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'au Moyen Âge, et surtout en tout cas dans les terres que je traite, le sang prime sur le sexe avant tout. On préfère donner l'héritage à une fille plutôt que de devoir le concéder à un autre lignage. Et ça, je pense que c'est vraiment très important de le garder en tête, effectivement, pour cette période. Alors merci. Peut-être, pour terminer, alors je ne sais pas si, éventuellement, on pouvait revenir sur la figure de Jacqueline de Bavière. Alors, juste moi j'avais un exemple, mais enfin juste quelque chose qui me revient en tête, qui était sur le fait que vous analysez également les signatures, manuscrites. J'avoue que ça m'a intéressé d'un point de vue personnel, vous montrer un certain nombre de signatures et notamment celle qui est très étonnante de Jacqueline de Bavière. Alors en fait quand elle signe, en c'est Jacques de Bavière, mais donc le prénom qui a été traditionnellement féminisé en Jacqueline, puisqu'on n'a plus l'habitude d'utiliser le terme, le prénom Jacques comme un prénom féminin, et qui est d'une écriture. Alors j'avais vraiment du mal à admettre que ça puisse être une signature manuscrite, mais qui est d'une écriture de chancellerie impeccable, où vous montrez également qu'en plus elle signe avec la totalité c'est-à-dire son nom plus sa lignée Jacqueline de Bavière, et alors qui effectivement est une figure assez exceptionnelle dans les contextes que vous étudiez. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire ou prendre cet exemple Oui, bah, assez c'est mon singulier. devoir. C'est celui qui est sur la couverture, c'est son sceau hein, qui est sur la couverture de l'ouvrage, tout simplement parce que je pense que c'est une figure récurrente dans mon travail, parce que tout simplement elle fait rien comme toutes les autres, donc je suis systématiquement obligée de faire un point sur Jacqueline de Bavière qui déroge à peu près toutes les règles. Alors Jacqueline de Bavière, donc effectivement, vous l'avez bien dit, c'est Jacques de Bavière en réalité. Hein. C'est au 19e siècle qu'on a féminisé son nom. Elle est comtesse de Hainaut. Alors en fait, elle a un destin qui est très particulier puisque initialement, elle est mariée à Jean de Touraine qui part vivre à la cour du Hainaut avec elle et qui est en fait rappelé en 1415 quand son grand frère décède et qui devient le dauphin de France. Et on voit assez rapidement sur ses sceaux que Jacques de Bavière voilà une possibilité d'ascension sociale puisqu'elle pense devenir reine et elle se dit sur tous ses sceaux dauphine de Viennois, c'est quelque chose qu'on trouve assez rarement. Donc elle-même se part de ce titre hein, de dauphine. Elle part vivre à la cour de Paris et en fait en 1417 Jean de Touraine meurt et elle est obligée de regagner le Hainaut. En plus son père meurt la même année, elle est la seule héritière donc elle reçoit en fait l'héritage du Hainaut et elle se remarie à son cousin Jean IV de Brabant avec qui elle s'entend très mal. En fait Jean IV cherche à gouverner les terres de Hainaut, de Hollande et de Zélande sur lesquelles elle est l'héritière naturelle et elle l'entend pas du tout de cette oreille. Donc on voit bien en fait dans toutes les chroniques et dans tous les actes qu'on a de Jacqueline de Bavière, on voit bien un conflit entre les époux. Ils vivent assez peu ensemble d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est absolument pas fait mention presque de son époux sur ses sceaux. Sur toutes ses matrices, elle se part surtout d'une légitimité qui est dynastique, qui est celle donc des Wittelbar dont elle est issue. Elle prend notamment l'enclos qui est un enclos énuillé que Albert de Bavière avait lui-même utilisé. Elle reprend aussi alors le sanglier brabançon, c'est la seule chose qu'elle reprend de son époux. Et en fait, on voit alors Jacqueline de Bavière, face au conflit avec son époux Jean IV, finit par fuir son époux en Angleterre, où elle se remarie avec un autre homme alors qu'elle n'est pas encore divorcée. Donc c'est un scandale dans tout le nord de l'Europe. Elle est contrainte de revenir, elle est emprisonnée, elle fuit en se déguisant en homme. Enfin, elle a vraiment une vie atypique. Et en fait, ces actes montrent ce destin qui est complètement hors norme.
Alors, sans faire de la psychologie de ce personnage, en fait, elle déroge à toutes les règles. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est ses sceaux, mais sa signature aussi, hein. Donc, elle a une très haute conscience de son lignage. Effectivement, elle utilise systématiquement cette mention de Bavière sur tous les supports possibles, dont sa signature. Et elle se part sur, voilà, vous l'avez montré tout à l'heure, de sa 5e matrice, qui est certainement la plus exceptionnelle de mon corpus, où elle est figurée en fait sous les traits d'une Vierge à l'enfant, donc c'est quand même un symbole très fort, et elle se dote de cette matrice à un moment où ça va très mal, en 1428, lorsque son cousin Philippe le Bon, duc de Bourgogne, cherche à récupérer le Hainaut, en disant que sa cousine ne peut dignement pas régner sur ces territoires, puisqu'elle a des mœurs très dissolues, elle s'est remariée, elle avait 2 époux à la fois, c'est pas possible de laisser cette femme gouverner le Hainaut. Et en fait, il va obtenir gain de cause, et au moment où elle se dote de cette 5e matrice, l'objectif, c'est de dire à tout le monde, sous les traits de la Vierge à l'enfant, que non, c'est une femme raisonnable, c'est une femme vertueuse. Et en plus, ce sceau combine à la fois l'enclos de son père et la Vierge à l'enfant, et c'est une figure que ses contemporains connaissent très très bien, qui est celui de l'Hortus Conclusus dans le Cantique des Cantiques, qui est celui d'une femme dans un jardin privé, retirée, vertueuse, etc. Et au moment où elle est contrainte de céder ses territoires face à la pression environnante, elle enlève cette Vierge à l'enfant. On lui laisse le droit de garder le titre de comtesse de Hainaut, mais en fait, elle ne l'est plus du tout dans les faits. Mais elle continue à utiliser ses matrices et à signer comme étant Jacques de Bavière. Et elle est très intéressante parce qu'effectivement, elle déroge absolument à toutes les règles diplomatiques possibles que systématiquement j'essaie de dégager, et en fait, elle ne s'y conforme jamais. Merci beaucoup. Alors, je précise pour terminer dans un petit clin d'œil un peu de pop culture que j'ai d'ailleurs moi-même, j'avoue, après coup, je me suis dit iconographiquement, oui, effectivement, l'enclos, on le voit dans certaines tapisseries autres, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, le terme utilisé était notamment celui de jardinet, et que c'était assez amusant parce que ça renvoyait notamment à un épisode un peu absurde des Monty Python Sacré Graal, où il y a les chevaliers qui disent ni demandent un jardinet. J'avais jamais pensé qu'en fait, on rappellera qu'un des Monty Python était un professeur d'histoire médiévale, qu'en fait, ça faisait allusion très probablement à cette figure de l'Hortus Conclusus, et qui a voilà, dont vous détaillez dans des pages assez intéressantes toute la signification religieuse et dans l'iconographie effectivement médiévale. Mais écoutez, bon, sur ces paroles peut-être un peu décalées, mais en tous les cas, je voulais vous remercier beaucoup pour cette présentation. J'espère que ça aurait donné l'envie à nos auditeurs de le lire. Donc, je vais rappeler le titre. C'est les gouvernés, pratique et représentation du pouvoir des comtesses de Flandre et de Hainaut, 13e, 15e siècle, par Lucie Jardot. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir.